Bonjour à tous, je suis le docteur Léotard, je suis médecin dans l'unité des pathologies du sommeil de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches et je voudrais commencer en m'excusant de ne pas être physiquement présent avec vous aujourd'hui pour ces entretiens. Malheureusement, les entretiens tombent chaque année au même moment que notre congrès national et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de vous partager ce topo en visio pour vous parler des mouvements anormaux au cours du sommeil. Alors finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de mouvements anormaux au cours du sommeil? On différencie souvent deux types de mouvements, des mouvements complexes et des mouvements simples. Les mouvements complexes étant plutôt représentés par des comportements anormaux au cours du sommeil, comme le somnambulisme par exemple, et les mouvements simples regroupant plutôt des pathologies de mouvements répétitifs et stéréotypés qui vont concerner différentes localisations, par exemple au niveau de la mâchoire, au niveau du tronc ou au niveau des membres inférieurs et différents types de contextes avec des mouvements anormaux qui vont survenir par exemple préférentiellement chez l'enfant ou dans des contextes comorbides ou de consommation de substances. Mais finalement, l'objectif aujourd'hui pour moi est tout sauf de vous faire un catalogue exhaustif, rébarbatif et sommaire des différents types de mouvements anormaux qu'on peut observer pendant le sommeil, mais plutôt d'essayer de comprendre se passe d'un point de vue physiologique d'abord pendant le sommeil. Est-ce qu'on est vraiment censé bouger lorsque l'on dort pour mieux appréhender derrière la physiopathologie de différents types de troubles et on prendra après évidemment des exemples concrets de mouvements anormaux complexes et simples au cours du sommeil pour essayer d'illustrer tout ça. Alors pour appréhender au mieux la physiologie des modifications sensorimotrices au cours du sommeil, au préalable, je pense qu'il est important de faire quelques rappels sur ce qu'est le sommeil et comment il s'organise. Et donc je vous rappelle que le sommeil, c'est un besoin physiologique qui nous concerne tous, qui concerne d'ailleurs toutes les espèces, et qui va s'organiser en cycles. Ces cycles de sommeil sont en moyenne de 90 minutes et vont être constitués d'une part de sommeil lent, qui se décompose en sommeil lent léger et en sommeil lent profond, et d'autre part d'une phase de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, et que vous connaissez tous en général comme étant le siège de l'activité onirique la plus intense. Une première information qui a son importance dans la clinique et dans l'interprétation et le diagnostic des comportements anormaux au cours du sommeil, c'est de savoir que ces cycles de sommeil ne sont pas homogènes au cours de la nuit et que la répartition des stades de sommeil n'est pas homogène, avec, comme vous le voyez ici, une prédominance du sommeil lent profond dans la première partie de nuit et une prédominance du sommeil paradoxal dans la seconde partie de nuit. Un autre élément important pour comprendre la suite de la présentation est de savoir comment on évalue le sommeil et comment on explore les mouvements anormaux. Et on utilise, vous le savez peut-être, un outil qui s'appelle la polysomnographie et qui regroupe un certain nombre de signaux physiologiques dont les plus importants pour caractériser le sommeil vont être l'électroencéphalogramme, l'analyse des mouvements oculaires et l'analyse du tonus musculaire à l'aide d'EMG au niveau mentonnier. Bien évidemment, on y associe une vidéo pour aider à la caractérisation des mouvements anormaux, mais ces signaux sont un prérequis indispensable pour l'analyse de la structure du sommeil et donc le diagnostic et la compréhension des pathologies que je vais vous présenter ensuite. Alors ceci étant dit, pour bien comprendre les modifications motrices au cours du sommeil, je vous propose qu'on se pose deux questions. La première, c'est comment évolue le tonus musculaire de manière physiologique pendant le sommeil. Et la deuxième, c'est de se poser la question des réponses réflexes et des modifications des boucles réflexes au cours du sommeil. Vous voyez ici une capture d'écran de polysomnographie qui correspond à de l'éveil où on a, au niveau de l'EMG mentonnier, un tonus musculaire relativement important. Que se passe-t-il à l'endormissement et que se passe-t-il pendant le sommeil lent? On a une réduction du tonus musculaire basal au cours du sommeil. Ce qui est peut-être encore plus important et plus intéressant, c'est ce qui se passe en sommeil paradoxal. En sommeil paradoxal, on a une réelle abolition du tonus musculaire qui correspond donc à une atonie musculaire physiologique. Alors, la vie est bien faite, me direz-vous, puisque on a dit tout à l'heure que le sommeil paradoxal était le siège de l'activité onirique la plus intense, et donc cette atonie musculaire, quelque part, nous empêche de vivre d'un point de vue moteur nos rêves et nos cauchemars. Alors,
comment ça fonctionne? L'atonie musculaire physiologique est liée finalement à une hyperpolarisation des motoneurones spinaux au cours du sommeil paradoxal, qui est sous l'influence de différents noyaux de la base, et notamment on a une activation du noyau gigantocellulaire ventral par des neurones du noyau subcéruleus qui vont entraîner une hyperpolarisation des motoneurones spinaux et donc cette atonie musculaire physiologique au cours du sommeil paradoxal. Donc c'est une bonne chose peut-être que de ne pas vivre ses rêves. C'est un autre problème quand on s'intéresse par exemple aux aspects respiratoires, puisque du fait de l'atonie musculaire physiologique, la respiration par exemple devient quasi exclusivement dépendante du diaphragme, et donc c'est un moment de vulnérabilité respiratoire relativement important. Donc aborder ces modifications de l'état postural au cours du sommeil et la baisse physiologique du tonus musculaire au cours du sommeil lent profond et son abolition et l'atonie musculaire physiologique en sommeil paradoxal, nous allons maintenant parler des modifications des boucles réflexes au cours du sommeil. Je ne reviens pas sur la physiologie du réflexe de flexion spinale que vous avez probablement déjà abordé en long, en large et en travers au cours de ces entretiens, mais la première information, c'est qu'au cours du sommeil, l'intensité d'un stimulus nécessaire au déclenchement d'un réflexe est plus importante. Il faut un stimulus plus intense pour stimuler le même réflexe. Si on regarde ça encore plus en détail, c'est peut-être encore plus intéressant. Les différentes composantes de réponse aux différents stimulus sont modifiées différemment pendant le sommeil. À titre d'exemple, la réponse à un stimuli proprioceptif sur un déplacement de membre, sur une modification de longueur d'un segment de membre, et les stimuli nociceptifs ne vont pas être modifiés de la même façon pendant le sommeil, de sorte que les stimuli, entre guillemets, proprioceptifs vont être complètement abolis, alors que les stimuli nociceptifs vont être atténués, la réponse aux stimuli nociceptifs va être atténuée. Et ça suggère quelque chose de très intéressant et de très utile probablement. Ça veut dire que le sommeil finalement va supprimer des réponses tactiles, le conjoint qui vient se coller contre vous, le déplacement de membres que cela entraîne. En revanche, il y a toujours une possibilité de réponse à la douleur, même si cela nécessite un stimulus nociceptif plus important qu'à l'éveil. Alors un très bon exemple qui permet d'intégrer ces deux notions à la fois de tonus et de réponse réflexe modifiées au cours du sommeil, c'est l'exemple de la collapsibilité pharyngée et de l'évolution des résistances des voies aériennes supérieures au cours du sommeil, qui sont impliquées dans la physiopathologie, comme vous le savez peut-être, d'une pathologie très fréquente qui sont les apnées du sommeil. Et donc, finalement, l'un des corrélats physiopathologiques du développement de ce trouble repose sur ces modifications au cours du sommeil, avec à la fois une diminution de tonus des muscles dilatateurs du pharynx qui permettent de garder les voies aériennes ouvertes, et on voit que effectivement on a cette diminution au cours du sommeil lent profond et cette abolition au cours du sommeil paradoxal, mais on a également une modification des réflexes, de la réponse à une dépression brutale pharyngée en situation physiologique normalement, quand on impose une pression négative importante au niveau pharyngé, on va avoir à l'éveil une réponse réflexe du muscle génioglosse, qui est un des principaux muscles dilatateurs du pharynx, et qui va permettre de favoriser la réouverture des voies aériennes supérieures. Que se passe-t-il pendant le sommeil? Eh bien, vous voyez que, là encore, ce réflexe est aboli en sommeil lent et participe donc au substrat physiopathologique qui conduit au développement des apnées obstructives du sommeil. Alors, pour résumer succinctement cette première partie, on peut rappeler que donc, les processus d'intégration sensorielle et de réponse motrice vont être réduits au cours du sommeil, que ces modifications vont être variables en fonction des différents stades de sommeil et vont concerner à la fois une réduction, voire une abolition en sommeil paradoxal du tonus musculaire basal et une atténuation, voire une abolition des réflexes moteurs avec une préservation de certaines réponses à certains stimulus, notamment nociceptifs, mais avec une nécessité d'intensité du stimulus augmentée pour entraîner une réponse réflexe. Alors on va essayer d'illustrer cela maintenant avec des exemples de mouvements anormaux au cours du sommeil, en commençant par les mouvements complexes.
Et parmi ces mouvements complexes, il convient de distinguer deux grands types de comportements anormaux au cours du sommeil, que sont les parasomnies du sommeil lent profond et les parasomnies du sommeil paradoxal, qui n'ont pas les mêmes implications physiopathologiques ni les mêmes manifestations cliniques, comme je vais essayer de vous le présenter ensuite. Alors je vous laisse découvrir ce premier exemple de parasomnie au cours du sommeil lent profond. Soyez bien attentifs au comportement du patient. Notez cette confusion après le comportement. Le patient est un peu perdu. Il n'est pas tout à fait conscient de ce qui vient de se passer. Il explore son environnement. Et finalement, il va se recoucher comme si de rien n'était. Un deuxième exemple. J'espère que le son ambiant de la salle n'est pas trop puissant. Encore une fois, observez, regard, l'exploration de l'environnement, la confusion qui suit l'éveil. Alors, dans ces deux exemples, on est un peu dans la caricature de la parasomnie du sommeil lent profond. C'est pas toujours aussi impressionnant et je remercie Isabelle Arnulf d'avoir accepté de partager ces deux vidéos. On a des éléments sur ces deux épisodes qui suggèrent un éveil dissocié, avec à la fois des éléments qui sont en faveur du sommeil, un contenu mental pauvre, une amnésie partielle ou complète de l'épisode. Le patient n'est pas en mesure de rapporter un contenu mental au moment de l'épisode, il a une amnésie de l'épisode. On va avoir des émotions souvent associées à des éléments végétatifs très importants. Les parents dans la salle dont les enfants ont déjà fait des terreurs nocturnes savent que c'est très impressionnant. On a un enfant qui est pâle, qui est en sueur, qui est tachycarde. Donc ces éléments sont plutôt en faveur du sommeil. Mais on est dans un état dissocié finalement où on va avoir des éléments aussi évocateurs d'éveil. Vous avez vu que les deux patients avaient les yeux ouverts au moment de l'événement, avec une motricité conservée. On a finalement assez peu de maladresse dans ces comportements et des interactions qui peuvent être correctes avec l'environnement. Et puis on va avoir au niveau électroencéphalographique effectivement une dissociation là aussi qui peut être cortico-sous-corticale avec par exemple des figures de sommeil sur les voies antérieures et une fréquence EEG plutôt prise d'éveil sur les voies antérieures par exemple. On peut déjà cliniquement différencier les parasomnies du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Regardez là, on est dans un contexte clinique probablement un peu différent avec un patient un peu plus âgé. Et je vous laisse découvrir ces comportements. Notez que le patient a les yeux fermés. Il reste dans le plan du lit. Il va se défendre contre quelque chose. Même profil ici, mais avec un patient qui a la double peine, c'est-à-dire qu'il est également appareillé par un appareil pour ses apnées du sommeil, et vous allez voir qu'il va utiliser le tuyau de la machine pour se défendre contre ses agresseurs. Là, les patients sont endormis dans les deux cas. Ils sont en sommeil, comme en témoignent les différents polysomnographie qui est réalisée de manière concomitante à ces épisodes. Alors vous allez me dire, le monsieur se contredit puisqu'il nous a dit tout à l'heure qu'on était paralysé en sommeil paradoxal et donc on ne pouvait pas traduire de manière motrice les comportements oniriques que l'on traversait en sommeil paradoxal. Et bien c'est justement tout l'objet de cette pathologie qui est le trouble du comportement en sommeil paradoxal, où on va perdre cette atonie musculaire physiologique, probablement en lien avec des lésions au niveau du noyau du locus subceruleus qui a déjà été impliqué chez l'animal, dont la lésion a déjà été impliquée chez l'animal comme démasquant des comportements oniriques, par exemple chez le chat dans l'expérience de Michel Jouvet en 1965. Alors ce sont des éléments extrêmement importants d'un point de vue pathologique puisque
Cela explique la très forte prévalence des troubles du comportement en sommeil paradoxal dans certaines maladies neurodégénératives, comme les synucléinopathies, au cours desquelles vous allez avoir des lésions au niveau de ces noyaux de la base qui vont être impliqués dans l'atonie musculaire physiologique au cours du sommeil paradoxal. Vous voyez par exemple que la prévalence est très importante dans la maladie de Parkinson, l'atrophie multisystématisée ou encore la démence à corps de Lévy. Mais au-delà de cette notion, il y a une notion peut-être encore plus importante, qui est que ce sont des noyaux qui sont atteints précocement dans ces pathologies. Et donc, des patients ont parfois le développement d'un trouble du comportement en sommeil paradoxal avant même le diagnostic de la pathologie neurologique. Et on sait maintenant, il y a plusieurs publications, je vais vous en présenter 2 qui font référence, mais qu'un patient avec un trouble du comportement en sommeil paradoxal idiopathique va avoir, par exemple dans cette étude, 45% de chances de développer une pathologie neurologique dans un délai de 5 ans après le diagnostic du trouble du comportement en sommeil paradoxal. Une autre étude dont les résultats vont dans le même sens, qui démontre qu'à 12 ans, presque 50% des patients qui ont un trouble du comportement en sommeil paradoxal idiopathique vont développer une maladie neurodégénérative. Et donc ça, c'est une notion extrêmement importante, puisque la découverte d'un trouble du comportement paradoxal doit impliquer un suivi et des explorations complémentaires. Alors un autre élément que j'aimerais partager avec vous sont les résultats de cette étude extrêmement intéressante qui s'est posé la question des modifications du mouvement au cours du sommeil. Les auteurs ont interrogé les partenaires de 100 patients avec une maladie de Parkinson et un trouble du comportement au cours du sommeil paradoxal et leur ont demandé globalement si la qualité de mouvement, la voix et l'expression faciale durant les épisodes de trouble du comportement au sommeil paradoxal étaient finalement meilleures, équivalent ou moins bon qu'à l'éveil en phase on sous traitement. Et les résultats sont assez intéressants puisque vous voyez que 100% déclarent une amélioration sur au moins un des items. Et si on regarde un peu le détail, eh ben, on voit que finalement le mouvement était amélioré dans 87% des cas pendant le sommeil par rapport à la veille. La parole était améliorée dans 77% des cas et l'expression faciale était normalisée dans 47% des cas. Et donc cette étude, elle suggère effectivement des modifications motrices au cours du sommeil par rapport à la veille chez ces patients avec une hypothèse qui est la suivante, qui est que finalement le mouvement au cours du sommeil paradoxal pourrait être généré au niveau du cortex et être finalement bypassé les ganglions de la base au moment du trouble du comportement en sommeil paradoxal. Alors, il est important, en évoquant les comportements anormaux au cours du sommeil, d'évoquer aussi le principal diagnostic différentiel, qui est l'épilepsie nocturne, qui peut être distingué à la fois cliniquement sur l'anamnèse avec la recherche d'antécédents comitaux, sur la caractérisation des mouvements avec des mouvements plutôt stéréotypés, la qualité de l'éveil post-épisode, et puis la recherche d'événements non parasomniaques comme des mouvements dystoniques ou des versions de la tête, et d'éléments plutôt parasomniaques comme des sorties de lit, une ouverture des yeux et des comportements moteurs complexes. Et puis évidemment, on va pouvoir retrouver des éléments comitiaux sur l'électroencéphalogramme réalisé au cours de la polysomnographie nocturne. Concernant les mouvements anormaux au cours du sommeil, considérés comme simples, répétitifs et stéréotypés, je pense que l'exemple le plus parlant est celui des mouvements périodiques des jambes dont je vais vous parler maintenant. Donc les mouvements périodiques des jambes, comme leur nom l'indique, ce sont des mouvements répétés et stéréotypés qui concernent les membres inférieurs, qui sont très souvent découverts de manière fortuite sur un enregistrement du sommeil, mais qui sont également très souvent associés au syndrome des jambes sans repos. Leur présence isolée fait l'objet de publications un peu contradictoires dans la littérature sur la nécessité ou non de les traiter, puisque le retentissement n'est pas clair, même si certaines publications suggèrent un retentissement sur le plan cardiovasculaire et sur la fragmentation du sommeil. Globalement, la physiopathologie est assez mal connue, mais il pourrait s'agir de la désinhibition finalement d'un générateur spinal au cours du sommeil. Vous voyez sur cette vidéo que effectivement ce sont des mouvements le plus souvent de flexion de l'hallux ou de flexion dorsale du pied qui n'éveillent pas forcément les patients.
Et il est important de distinguer ces mouvements périodiques des jambes du syndrome des jambes sans repos, même si l'association entre ces deux entités est extrêmement fréquente. 60 à 80% des patients qui ont un syndrome des jambes sans repos vont également avoir des mouvements périodiques des jambes, mais le syndrome des jambes sans repos, c'est une problématique sensitive qui se définit par les impatiences, par la sensation désagréable d'avoir le besoin impérieux de bouger les membres inférieurs, qui vont débuter ou s'aggraver pendant les périodes d'inactivité ou de repos et s'améliorer ou disparaître lors du mouvement avec une franche prédominance vespérale. Et vous voyez sur cette vidéo un examen du sommeil probablement très inutile puisque le diagnostic du syndrome des jambes sans repos est purement clinique. Et vous voyez qu'ici, il aurait suffi de discuter avec le patient pour savoir qu'à 3 heures du matin, il ressentait ses impatiences qui étaient uniquement soulagées par le fait de se lever et que donc il est dans la nécessité de se lever, ce qui est confirmé en vidéopolysomnographie mais qui aurait pu être confirmé aisément à l'interrogatoire. En conclusion, nous avons vu qu'il y a une certaine hétérogénéité dans la survenue des mouvements anormaux au cours du sommeil, à la fois au travers de mouvements et de comportements complexes qui peuvent survenir dans différents stades de sommeil, et des mouvements plus simples, stéréotypés et répétitifs, avec notamment l'exemple des mouvements périodiques des jambes. Nous avons vu qu'il y a une modification physiologique de l'intégration des composantes sensitives et réponses motrices, à la fois du tonus musculaire basal et des réponses réflexes au cours du sommeil qui sont impliquées dans la physiopathologie du développement d'un certain de mouvements anormaux au cours du sommeil. Voilà, je vous présente encore une fois toutes mes excuses de ne pas avoir pu participer avec vous aux entretiens de la Fondation Garches physiquement, et je vous souhaite une excellente fin de journée et je reste à votre disposition si vous avez des questions via mon mail qui est affiché sur cette diapositive. Bonne fin de journée.